Ok, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence à distance pour cause de Covid. La Covid, une crise sanitaire qui dure, qui a bouleversé nos habitudes, vos façons de travailler, de consommer ou d'échanger, avec un recours toujours plus fort au numérique. C'est aussi une crise qui nous questionne toujours plus sur notre rapport à la nature. Alors vous le savez, pour survivre d'abord, puis rendre sa vie plus agréable, l'homme a toujours cherché à dominer la nature, mais progressivement, la recherche du profit a remplacé cet objectif initial. La domination sur la nature s'est accentuée et la conséquence, vous la connaissez, c'est une autre crise, celle du changement climatique. Et c'est un défi majeur pour les sciences et pour l'humanité, vous allez le voir. Alors pour faire face à la Covid, nous avons testé d'autres modes de fonctionnement. Demain, est-ce que les métiers scientifiques et techniques vont permettre de nouvelles approches pour garantir un développement plus harmonieux de nos sociétés et respectueux de la nature? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette conférence. Mais alors, juste avant de vous présenter les deux intervenantes qui vont tenter de répondre à cette question, deux femmes, deux scientifiques, Martina Coste et Amita Tripathi, que vous voyez, je pense, avec lesquelles vous pourrez échanger tout à l'heure pendant 15 minutes. Je vous propose de regarder comment la nature s'est, elle, adaptée au confinement. Voilà. Alors, quelques secondes, le temps qu'on vous remette l'image. Monsieur, on peut prendre l'exemple de leur sachet. Il y en a deux là-dedans. Martina Coste, Amita Tripathi, bonjour. Alors, j'ai dit que vous étiez deux scientifiques. Métier. Troisième. Où travaillez-vous? Le titre. Expliquez le titre. Ça va arriver. Ils s'entendront pas. Le titre, c'est Tanina, ça c'est la physicienne. Je te donne le titre. Bon. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Bien. De 11h30 à 12h30. Vous nous entendez? Le rôle des métiers. Bon, excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper le micro, s'il vous plaît? Vous nous entendez? Ah oui, c'est bon, ça donne bon. Ok. Alors, si vous nous entendez, je vous propose de découvrir qui sont Martina Coste et Amita Tripathi, les deux conférencières. J'ai dit que c'était deux femmes, deux scientifiques. Martina Coste, Amita Tripathi. Donc, quel est votre métier? Moi, Martina, j'ai fait un diplôme en physique, c'est-à-dire que c'est des études physiques qu'on a commencé. Et j'ai été spécialisée en astronomie. Des métiers scientifiques. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'ingénieur en micro-informatique embarquée. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Là, je suis passée des astres sur la vie quotidienne d'une usine, si vous voulez. Et c'est la programmation. Vous voyez sur la photo les anciens ordinateurs, là où il y a les bons autour. Des choses beaucoup plus sophistiquées. Elles sont deux, en fait. Elles sont deux. Elles vont se relier. Celle qui est en train de parler, c'est une grande physicienne qui s'appelle Martina. L'image, peut-être, pour qu'elle vous voit. Après, ça sera une autre qui va prendre le relais. Elles sont deux. Et la deuxième, c'est Amita Tripathi. Voilà.
Ce sont de grandes physiciennes. Voilà, je pense que vous nous voyez. Donc, c'est Martine Akos qui est debout, qui vous a dit un petit peu ce qu'elle faisait déjà. J'espère que vous avez bien entendu. Et puis maintenant, c'est une autre scientifique, Amita Tripathi, qui va vous expliquer ce qu'elle fait. Elle se lève, voilà. Tout à l'heure, et ça revient. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper votre micro? Voilà, merci, c'est très gentil. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Donc, la vidéo va s'arrêter. Et donc, le partage d'écran, vous pourrez voir en fait notre présentation. Donc, je reprends à où on en était. Voilà, j'espère que tout le monde voit. Si pas, n'hésitez pas à intervenir, mais voilà. Donc, Amita Tripathi, j'ai commencé par un bac scientifique, un bac C, c'est comme on l'appelait à l'époque, mais donc un bac S pour vous, au lycée Jacques Fédère à Épinay-sur-Seine. J'ai enchaîné avec un diplôme d'ingénieur en aérospatial, suivi par une thèse en combustion dans les moteurs fusées, donc typiquement appliquée à la fusée Ariane 5 et au moteur Vulcain que vous voyez en haut à droite. Et actuellement, je travaille au sein d'un bureau d'études qui est situé à Saint-Denis et qui travaille sur l'environnement. Donc, dans ce cadre-là, on va regarder par la simulation numérique, donc les images que vous avez en bas, la qualité de l'air sur différents secteurs urbains. Donc là, vous avez par exemple le Stade de France, donc la qualité de l'air autour du Stade de France, ou bien la gare de Lille. Et donc qualité de l'air extérieure urbaine, ou bien qualité de l'air intérieur. Donc l'image que vous avez complètement à droite, c'est une simulation qu'on a faite récemment sur la dispersion du coronavirus au sein d'un laboratoire de tests Covid pour vérifier la ventilation et s'assurer qu'il n'y a pas de risque de perturbation. Donc voilà mon parcours. Alors voilà, vous avez remarqué que dans ces deux parcours, c'est déjà important. Vous avez vu qu'il y a eu des études, il y a eu des diplômes, et puis il y a eu aussi après des premiers métiers, et puis une évolution. Hein. Peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, c'est important de voir que ce sont des métiers qui permettent d'évoluer. Alors, Martine Akos et Amita Tripathi, on vient de voir juste avant le film sur les animaux qui ont su profiter des espaces abandonnés par les hommes, mais la nature, pendant le confinement, elle a pu largement bénéficier de ce moment. Alors, avant d'évoquer la place des métiers scientifiques et techniques demain, une première question très simple. Vous deux scientifiques, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette qui continue? Alors, Martine Akos. Oui. Alors, moi, c'est qu'à un côté, il y avait vraiment la paralysie totale. Notre industrie n'a pas pu fournir les masques, etc. C'était très, très complexe. Et de l'autre côté, il y a eu quand même des changements très rapides qu'on n'aura jamais imaginé. Par exemple, dans le 93, on a les pistes Corona pour les vélos maintenant qui sont apparues très rapidement. On a eu des choses, par exemple, qu'on peut signer des contrats maintenant à distance devant un notaire. Ça n'était pas du tout possible avant. Et il y avait aussi une certaine solidarité dans la société ou dans les petites entreprises entre elles qui s'entraidaient, qui ont débloqué des choses, de l'argent parfois. Hein. Alors, il y a ces deux choses. Ça veut dire que d'un côté, on n'avançait pas, mais de l'autre côté, ça avançait très vite. Et c'est ça ce qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Alors, puisque la suite, c'est qu'effectivement, on a dit qu'on est dans une crise aussi environnementale. On peut même dire que c'est une crise pour assurer la survie de l'humain. Et quelque part, on a une approche pour répondre à ce défi depuis les années 80. Là, je vous ai mis les phrases qui sont très belles. Voilà, c'est vraiment, il faut les lire. Hein. Et on parle de ce qu'on dit, le développement durable. C'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et il y a deux concepts qui sont inhérents à cette notion, les concepts de besoins, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. Et l'autre côté, c'est l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Juste, bon, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur, mais c'est un rapport qu'on appelle le rapport Brundtland. Brundtland, c'est une femme que vous n'avez pas connue, et c'était une des premières dirigeantes d'un pays en Europe, de la Norvège,
Pro-Harlem Brundtland, et elle a fait à la demande de l'ONU ce rapport, Future, ça veut dire les perspectives, comment on peut voir le futur. Et c'est ce qui est important, c'est quelque chose que vous voyez peut-être apparaître quand vous avancez un peu dans les sciences et la technique aujourd'hui. Ce sont les trois ballons ou 3 bulles, où c'est marqué social, économie et environnement. C'est-à-dire aujourd'hui, ce concept, il dit, quand on fait quelque chose, n'importe quoi, on regarde l'impact de cette action sur l'environnement, sur l'économie, bien sûr, il faut le payer, et sur le social. Là, et vous allez voir que souvent, développement durable, c'est associé avec l'environnement et l'économie, et souvent le social, il est laissé à côté. Mais aujourd'hui, avec le Covid, je pense que le social a repris un peu son poids, et c'est ça ce qui m'inspire quand même pas mal de confiance pour ce qu'on peut faire par la suite. Alors, même question, Amita Tripathi, cette crise, ce confinement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, pour expliquer ce qui m'a le plus marqué sur le confinement, j'aimerais vous présenter la pyramide de Maslow. Maslow, c'est un psychologue américain qui a défini en fait le niveau de développement d'une société par les besoins, par une pyramide des besoins qui est assouvie au fur et à mesure où on avance dans le développement. Donc, à la base de la pyramide, et vraiment la base de ce qui est nécessaire pour la vie, c'est tout ce qui est physiologique. Donc, ça peut être la respiration, l'alimentation, etc. Ensuite, vous avez la priorité suivante qui est une fois que la première priorité a été remplie, la priorité suivante, c'est la sécurité. Donc, on va parler de maison, on va parler de santé. Quand ce niveau-là est satisfait, on passe au 3e niveau qui est l'appartenance. Donc là, c'est plutôt l'aspect social, le cercle familial, le cercle amical. Et puis, on va arriver sur, une fois que celui-là est rempli, on va arriver sur des accomplissements personnels, donc l'estime de soi, la confiance, l'indépendance, la responsabilité et l'accomplissement personnel. Et en fait, on mesure en fait l'évolution d'une société en voyant à quel stade les gens définissent leurs besoins. Est-ce qu'on dit qu'on a besoin, on cherche à remplir le besoin d'alimentation ou on cherche plutôt à remplir le besoin d'accomplissement personnel? Donc, dans nos sociétés et en moyenne, on est plutôt sur les derniers étages de la pyramide. On prend pour acquis le fait qu'on aura des besoins en alimentation, en respiration, en sommeil satisfait, et puis on est plutôt sur rechercher l'estime de soi et l'accomplissement personnel. Et le Covid m'a montré, en tout cas, nous a montré, je pense, que la nature reste très puissante, même dans des environnements très urbains comme celui dans lequel nous vivons, et qu'on peut dégringoler de cette pyramide très rapidement. C'est-à-dire qu'en janvier 2020, on n'imaginait pas qu'en mars 2020, on serait à chercher notre respiration au travers du Covid. Donc, on a dégringolé de l'échelle très rapidement. C'est aussi le cas avec les incendies, alors au-delà du Covid, les incendies en Californie, les inondations à Nice. On voit qu'on tient pour acquis un certain nombre de choses et que la nature peut nous les reprendre aussi vite qu'elle nous les a données. Cependant, il y a quand même un deuxième point qui est qu'en fait la science est puissante aussi. La science et la technologie et la technique ont été capables, donc au-delà du bouleversement que la nature nous a imposé sur le premier trimestre 2020, la science a été capable au final de répondre assez rapidement au défi qui nous a été lancé par la nature. Vous avez des entreprises de cosmétiques, des entreprises de parfumerie qui se sont mis à faire du gel hydroalcoolique. Là, on n'avait rien au départ. On n'avait pas de masques. On a des sociétés qui ont commencé à fabriquer des masques. Tout le monde a commencé à coudre ces masques chez soi. Des étudiants en biologie qui faisaient des thèses qui n'avaient rien à voir, qui ont été redirigés vers l'étude du coronavirus. Et là, si on prend le vaccin qu'on n'a pas encore, on voit quand même qu'on va pouvoir obtenir un vaccin en 18 mois à 2 ans à peu près, là où d'habitude, le temps nécessaire pour établir un vaccin, c'est plutôt sur la dizaine d'années. Donc la science est capable quand elle est utilisée, elle est capable de répondre aux défis posés par la nature.
Et le troisième enseignement, je pense que j'ai tiré, moi, personnellement, de cette crise et du confinement, c'est peut-être le fait que la nature et la science n'ont pas besoin de s'opposer. Elles peuvent travailler ensemble. Donc, je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Si vous voyez ici, c'est une cartographie de la qualité de l'air. Alors, à gauche, la qualité de l'air sur la France en règle générale. C'est une cartographie assez typique de la qualité de l'air. Évidemment, plus c'est rouge, plus la pollution de l'air est importante. Et vous avez à droite une cartographie qui a été prise pendant le confinement. Et donc, on voit que là, la qualité de l'air n'a plus rien à voir. Et d'un seul coup, 14 au 25 mars, c'est le tout début du confinement, d'un seul coup, la qualité de l'air s'est améliorée énormément. Et donc, on pourrait croire que cette image montre que quand l'humain est confiné chez lui, il ne peut plus utiliser la technique et la technologie, donc typiquement les voitures ou autre chose, la nature s'en porte mieux. Et donc, on pourrait croire qu'effectivement, ça s'oppose. Mais au-delà de ça, de manière un peu plus fine, on s'aperçoit déjà que l'existence même de cette carte, c'est technique et c'est technologique. C'est-à-dire que sans les images satellites et les mesures satellitaires et les mesures aussi locales qu'on peut avoir, donc la science mise au service de la nature, on n'aurait pas imaginé, on n'aurait pas pu prendre conscience de l'impact qu'on avait sur la qualité de l'air et l'impact que la technologie même amène. Donc c'est la technologie qui nous fait prendre conscience des dangers qu'on fait subir à la nature. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on voit qu'il est possible très rapidement d'améliorer les choses et la science peut être utilisée au lieu d'être utilisée à polluer, elle peut être utilisée en fait à permettre d'améliorer nos conditions de vie et les conditions dans lesquelles la nature s'épanouit. Alors justement, on va le voir, quels sont les grands enjeux pour le monde de demain? Alors, je pense que le monde de demain va présenter trois grands enjeux, notamment techniques ou technologiques. Le premier, ça va être, en fait, on voit que jusqu'ici, on a utilisé nos ressources tout azimut sans vraiment réfléchir et au fur et à mesure qu'on en avait besoin. Le défi de demain, ça va être d'optimiser et de réduire l'utilisation de ces ressources. Alors là, vous avez un exemple sur le SIAP, qui est le centre de traitement des eaux de Paris, et qui essaie de nettoyer la Seine, de nettoyer la Seine et nous donner une eau potable correcte. Le deuxième grand enjeu, ça va être de réduire et recycler les déchets et les rejets. C'est-à-dire s'apercevoir que ce qu'on a utilisé, il faut le remettre dans le circuit pour pouvoir le réutiliser. Et là, vous avez donc pour illustrer ça une image de Paprec, qui est une entreprise du 93 et qui a commencé tout petit et puis commence à avoir une certaine taille et qui va recycler le papier, le carton pour le réutiliser. Et le troisième point, qui est peut-être moins évident, mais qui est fondamental, c'est faciliter l'accès à l'information, parce qu'on ne peut pas voir comment réduire et utiliser et optimiser les ressources ou réduire et recycler les déchets si on ne sait pas ce qui se passe actuellement et ce qui pourrait se passer plus tard. Et donc l'exemple que j'ai là, c'est un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le compteur Linky, qui a fait couler beaucoup d'encre. La fonction principale de Linky, c'est de mesurer notre consommation d'électricité et de l'ajuster, de manière à ne pas gaspiller la ressource en électricité qu'on peut avoir. Donc sur le premier, on va pas avoir le temps évidemment de développer l'ensemble de ces points-là. On a choisi de se focaliser sur deux points. Je vais vous présenter le premier, qui est l'optimisation des ressources au travers peut-être d'une ressource essentielle qui est l'électricité. Mais alors juste avant, Amita Tripathi, je vous propose de regarder un film sur une grande scientifique, puisque là on parle de la science au service de la vie, une grande scientifique qui a toujours cherché à améliorer la vie. J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une exceptionnelle valeur scientifique. Mon intuition me dit qu'il existe un autre élément. Vous croyez avoir découvert un nouvel élément? La science est en train de changer. Et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Veuillez quitter mon laboratoire. Si la science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. J'ai vu pourvu qu'ils sont tort. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables.
Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité. Notre découverte pourrait soigner le cancer. C'est extraordinaire. Tu as changé le monde. Notre travail est en lice pour le Nobel. La nomination ne fait état que de nous. Tu as volé mon génie. Comment oses-tu t'attribuer leur ovation? Tout ça est plus important que nous. Tout ce qui m'intéressait, c'était la science. Il y en a qui disent que mon radium les rend malades. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature. J'ai passé ma vie entière à essayer de comprendre l'impossible. C'est mon combat. Alors juste, Martinakos, Amita Tripathi, juste une réaction. En plus, là, on est en train de décerner les Nobel en ce moment. Donc là, on parle de Marie Curie, bien sûr, qui a fini par avoir le prix Nobel. Bah oui, là, il y a encore 2 femmes qui ont eu un prix Nobel hier, je crois, c'était annoncé hier, dans ceux qui ont déchiffré le code, le CRISPR des génomes pour l'ADN. Hein. Alors, je trouve que c'est super. Martina, donc ça c'est une grande figure puisqu'on parle de science et on va voir que c'est une figure majeure. Oui, alors effectivement, Marie Curie, c'est la précurseur de la science qui a gouverné un peu le XXe siècle, hein, la science autour du nucléaire. Il y avait, alors Marie Curie, tout le monde la connaît, c'est la première qui a eu 2 prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. Donc Martina a parlé des femmes qui ont eu le prix Nobel hier de chimie. Il faut savoir donc une des 2 est une Française, Emmanuelle Charpentier. Emmanuelle Charpentier, c'est la 3e femme à avoir eu le prix Nobel de chimie après Marie Curie et Irène Joliot-Curie. Donc ça faisait un moment. Mais de cette époque-là, donc du début du XXe siècle, qui est l'époque à laquelle a vécu Marie Curie, il y a plusieurs autres femmes scientifiques qui ont mené le progrès à ce niveau-là et dont l'histoire a malheureusement pas très bien retenu les noms. Donc je ne vais pas passer sur l'ensemble de ces noms-là, mais n'hésitez pas à les regarder parce que c'est des choses, des personnes assez extraordinaires avec des vies assez extraordinaires. Mais pour revenir à la problématique de l'énergie et de la ressource, donc au temps où a vécu Marie Curie et au début du XXe siècle, on utilise la nature comme une ressource inépuisable et au service de la science. La science étant elle-même vue d'amélioration de la vie quotidienne, et donc la nature est entièrement au service de l'humanité et de ce que l'humanité va pouvoir en tirer. Donc l'exemple de l'énergie nucléaire, hein, dont Marie Curie était à la base, on voit qu'au départ c'était une énergie qui était utilisée, enfin la radioactivité était utilisée pour le progrès médical, c'est rapidement évoqué dans la bande-annonce du film que vous venez de voir, et c'est devenu aussi rapidement une manière relativement bon marché, en fin de compte, de fournir de l'électricité, de l'énergie surtout, au plus grand nombre. Donc la nature là a été complètement orientée pour améliorer la qualité de vie de la science. Si on reprend l'historique, alors là on a pris l'exemple de l'énergie nucléaire, sur la fin du XXe siècle, donc les années fastes qu'on a vues dans lesquelles on avait l'impression de pouvoir tout faire et d'avoir le droit de tout faire avec la nature, sont suivies par des années catastrophes, hein, donc c'est un peu le retour du bâton, avec un certain nombre d'accidents nucléaires qui vont en fait impacter durablement les gens. Donc il y a 3 Mile Island, dont vous n'avez peut-être pas vraiment entendu parler parce qu'il n'y a pas eu vraiment de victimes, mais qui est un accident nucléaire aux États-Unis, et puis Tchernobyl en Ukraine, et enfin Fukushima, dont je suis à peu près sûre que vous avez entendu parler au Japon très récemment. Et ces catastrophes ont amené une crise de confiance énorme dans le pouvoir de l'homme d'utiliser la nature et puis dans le fait qu'il faille utiliser cette nature. Et on a eu une opposition très forte
dans l'esprit des gens, entre la nature, qui s'est un peu incarnée, si vous voulez, par les mouvements écologiques, et la science, qui était un peu incarnée par les tenants du progrès et de la consommation azimut. Et donc, on avait une opposition qui était très forte entre la nature et la science. Si on avance maintenant jusqu'à de nos jours, on va dire l'aube du 21e siècle, même si on commence à être relativement bien avancé à l'intérieur du 21e siècle, on s'aperçoit, et ça revient sur ce que je disais au départ, que la science et que la nature n'ont pas forcément vocation à s'opposer. Et si je reprends de nouveau l'exemple de l'énergie nucléaire, en se focalisant sur le vrai grand challenge qui nous attend sur les prochaines années, qui est le réchauffement climatique. Donc, vous voyez en haut à droite une image des températures du globe, à gauche en 1880 et à droite en 2015. Donc, clairement, l'utilisation de la technologie nous amène à une situation de catastrophe. Mais encore une fois, le fait même que cette image existe, c'est une preuve que la technique peut être mise au service de la nature. C'est-à-dire que sans technique, on ne s'apercevrait pas, et sans technologie, on ne comprendrait pas l'impact que nous avons sur l'homme. Donc le premier point de la technologie, c'est de l'utilisation de la technologie, c'est effectivement de comprendre l'impact que l'on peut avoir sur la nature et sur l'environnement. Et si vous regardez l'image qui est présentée en dessous, qui est en fait la quantité de CO2 rejetée par chaque pays européen en fonction de l'électricité produite, vous vous apercevez que les réponses technologiques, elles sont… oui, je n'ai pas expliqué, mais ça me paraît relativement clair à comprendre. Quand c'est vert, le nombre de tonnes de CO2 est relativement faible, et quand on va vers le marron ou le presque noir, on a énormément de quantités de CO2 qui sont émises. Et on voit que chaque pays a choisi une manière de travailler l'énergie et de donner de l'énergie à ses citoyens qui est un petit peu différent suivant les pays et qui donne des résultats très différents en termes de CO2 et en termes de réchauffement climatique. Et donc, on voit que les solutions techniques et technologiques existent et qu'elles peuvent être travaillées parce qu'on voit qu'en fait, tous les pays ne rejettent pas la même chose en termes de CO2. Et donc, on arrive en un siècle de temps, on est passé de la nature au service de la science à une autre manière de voir, qui est la science au service de la nature. Et comment est-ce qu'on peut, améliorer ces choses-là. Donc, si on se focalise, alors j'ai pris l'exemple du réchauffement climatique et de l'énergie comme exemple un peu, hein, ça s'applique aussi à d'autres domaines, mais bon, ça c'est le premier exemple. On s'aperçoit qu'en fait, le défi du 21e siècle, ça va être d'essayer de garder à peu près, alors bon, sans doute on ne pourra pas, mais à peu près un niveau de vie tel qu'on l'a actuellement, donc un niveau d'énergie tel qu'on l'a actuellement, mais en essayant de réduire au maximum les rejets de CO2. Donc, on ne le voit peut-être pas très, très bien sur la cartographie qui est présentée en haut, mais on voit qu'actuellement, donc le nucléaire, donc ça, c'est le nombre d'émissions de CO2 suivant les différentes énergies. Ici, on a évidemment tout ce qui est fuel et charbon et gaz. Et on voit qu'en fait, le nucléaire se situe très en dessous de la plupart des autres énergies, hein, y compris le photovoltaïque ou l'hydraulique. Et donc, on peut utiliser cette énergie-là pour essayer de résoudre le problème du réchauffement climatique. Alors, c'est une énergie qu'on connaît depuis relativement longtemps, mais c'est pas pour ça qu'elle est complètement maîtrisée et complètement fiable. Et donc, à court terme, il faut regagner un savoir-faire perdu, parce qu'entre la dernière centrale construite et maintenant, on a perdu de savoir-faire, et je ne parle pas de savoir-faire du type prix Nobel. C'est du savoir-faire aussi basique que faire une bonne soudure. Il faut évidemment améliorer la sécurité des centrales, parce que les accidents, on ne peut pas se permettre d'en avoir. Il faut savoir gérer les déchets. Donc là, une petite image, vous avez en bas d'un centre qui est en train de se construire et s'étudier en Champagne, Ardennes, pour enfouir les déchets radiologiques à haute radioactivité le temps que la radioactivité tombe et qu'on sache quoi faire des déchets. Et puis évidemment, proscrire et vérifier et contrôler qu'il n'y ait pas d'utilisation mauvaise du nucléaire à des fins militaires ou terroristes. Donc ça, c'est sur le très court terme. À moyen terme, évidemment, il faut essayer d'orienter vers les énergies renouvelables.
Alors après, pourquoi à moyen terme et pas à court terme? Parce qu'il reste encore pas mal de choses, de points technologiques, de ruptures technologiques à lever, de problèmes technologiques à résoudre. Donc là, typiquement, sur l'image que vous avez en haut, c'est la surface qu'il faudrait couvrir d'éoliennes pour compenser la production d'une centrale nucléaire. Donc on voit que c'est un début, mais qu'il faut vraiment améliorer les rendements de l'énergie renouvelable. Il faut améliorer l'impact environnemental. Si je prends l'exemple des cellules photovoltaïques qui arrivent en fin de vie, c'est très compliqué à recycler alors que ça contient des produits chimiques pas forcément assez toxiques. Et puis il faut améliorer la sécurité, même si le problème est moins grave peut-être que pour le nucléaire. Notamment là, vous avez une image du barrage de Malpasset qui s'est effondré en 1959 et qui a fait 440 morts ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même aussi une question de sécurité qui est liée. Et à long terme, on peut envisager d'autres formes d'énergie. Donc, une forme d'énergie que je présente là, parce que c'est un projet qui est international, qui regroupe tous les pays du monde. Pour vous donner une ordre d'idée, le seul autre projet international de ce calibre-là, c'est la Station spatiale internationale. Donc, il s'agit d'une nouvelle forme d'énergie qui est en train d'être, on va même pas dire testée, parce qu'on est vraiment sur les prémices. Il s'agit de fusion, c'est-à-dire recréer un mini-soleil sur Terre, qui aurait aussi l'énorme avantage, alors ça c'est situé dans le sud de la France, à Cadarache, et ça aurait l'énorme avantage en fait de pouvoir utiliser les déchets nucléaires tels qu'on les a maintenant et rejeter de l'eau à la place. Donc c'est relativement enthousiasmant, mais c'en est vraiment au balbutiement. Là, pour l'instant, on est quand même vraiment dans les balbutiements. Et puis à long terme, j'espère que vous aurez des idées que nous n'avons pas eues et que vous saurez les mettre en œuvre pour avancer vers un monde meilleur, dans lequel la science et la nature ne s'opposent pas, dans lesquels on a réduit nos demandes en énergie et on les comble de meilleure manière, et l'ensemble du monde et pas seulement les pays occidentaux. Donc une première conclusion, petite conclusion sur cette partie-là, c'est qu'on a vu que pour le Covid, on a été capable de s'organiser et d'utiliser la technique et la science pour dépasser. Alors on n'est pas complètement dépassé la crise, mais on voit quand même qu'on voit le bout, qu'on a des projets, on a des plans pour en voir le bout. Pourquoi pas le faire également, et pourquoi pas utiliser toute cette énergie, alors cette énergie humaine, pour résoudre le problème du réchauffement climatique dans les années qui viennent. Alors justement, une des clés, vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, ce sera peut-être le progrès ou les progrès dans l'utilisation des données. Pendant le confinement, le numérique, il s'est révélé essentiel pour le travail, on l'a dit, la communication, la médecine. Mais demain, le numérique va encore se développer, et notamment, attention, notamment avec la robotisation, vous le savez, et l'intelligence artificielle, et va peut-être permettre de sauver la planète. C'est peut-être ces techniques-là qui vont le permettre. Donc là, on va parler de communication maintenant, et je vous propose de regarder un petit extrait de film. Alors, vous avez reconnu Wall-E, bien sûr, elle a un petit extrait de la bande-annonce. Martine Acoste, pourquoi ce choix de Wall-E pour parler de ce qui va arriver demain, des technologies d'avenir? Alors, Wall-E, vous avez vu, c'est un petit robot qui était programmé pour nettoyer la Terre. C'est l'humain, il est parti de la Terre, c'est l'histoire. La Terre dans un état exécrable. Et ils ont laissé des robots pour nettoyer. Il a travaillé pendant 700 ans à nettoyer. Ça, c'est la robotique, les automatismes qu'on les connaît. Vous les programmez et ça y va. Et puis, ça fait jusqu'au moment où ça se casse, ça fait le boulot. Et puis, après, il a changé, il a eu une intelligence. Bon, ça, c'est un peu les idées qu'on peut imaginer en science-fiction.
Pour l'instant, pas encore là. Mais ça montre bien ce qu'on ne voit pas forcément, c'est toutes ces technologies d'automatisation, robotique classique et tout ce qui est autour, qui permet d'accéder à l'information et aussi de gérer tout ce que vous avez vu tout à l'heure, des grands projets, puisque derrière, il faut être très précis, il faut faire des tâches que l'humain peut-être peut pas faire, ou il ne veut pas faire, ou il ne peut plus faire, ou il est trop lent. Et là, vous avez beaucoup de choses qui sont cachées derrière, et c'est ce que je vais vous montrer un peu là par la suite. Alors, c'est ce qui est important, ce qui va devenir de plus en plus important, c'est ça ce qu'on appelle les objets connectés. Alors, les objets connectés, c'est quoi? Je vous ai mis à gauche, là, vous avez un Navigo. C'est un objet, c'est un truc en plastique, mais quand vous le tournez, vous avez sur le dos une petite puce. Ça veut dire, c'est par le biais de cette puce qui a de l'électronique et une intelligence, vous pouvez parler au Navigo. Vous pouvez lui demander combien vous avez encore des titres là-dessus, comme si vous avez le droit de voyager, si vous avez payé votre abonnement et tout ça. Alors, c'est ça un objet connecté. Ça veut dire que vous avez un objet qui est tout bête, qui sert à quelque chose, mais vous rajoutez la possibilité de communication et de l'électronique, et on peut faire tout à fait autre chose avec. Et ça, on est au début d'une évolution. Vous avez, par exemple, au milieu, vous avez une caméra qui est reliée au smartphone qui est à droite. Ça veut dire, avec ça, vos parents peuvent vous surveiller à la maison, pour voir si vous faites les devoirs, vous ne faites pas les devoirs, vous faites autre chose. Et voilà, on peut faire beaucoup de choses. Alors, ça veut dire que la caméra qui est un objet, elle est connectée et on peut faire relever les vidéos. On peut envoyer aussi des commandes. On peut dire aux enfants d'aller faire les devoirs, etc. Et je vous ai mis une image d'une vache, puisque ça, c'est en gros, si vous voulez, les premiers objets connectés qu'on connaissait. Ça date des années 70, c'est une technologie qui est très ancienne. On parlait aux vaches, on ne parlait pas aux vaches, mais on gérait les vaches, les troupeaux de vaches, pour que chaque vache ait sa nourriture correctement. Et on leur mettait une puce sous la peau, c'est ce qui tourne à droite. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est la technologie des transformateurs qui est utilisée pour communiquer avec les vaches qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien. Voilà, c'est très physique, c'est juste aussi pour vous dire que les principes de la physique sont utilisés aujourd'hui très très fortement dans énormément des objets high-tech. Alors, qu'est-ce qu'on a pour faire un objet connecté? Alors, vous avez l'objet, vous rajoutez l'électronique, c'est ce qui est marqué à gauche. Bon, l'électronique, ça peut être tout petit, ça peut être plus grand, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous rajoutez, ça c'est la photo au milieu, pour ceux qui connaissent, c'est des connecteurs qui servent à faire la communication. Alors, vous pouvez faire une communication avec des fils, avec des câbles, ou vous pouvez faire la communication que tout le monde connaît, Wi-Fi ou par GSM, etc. C'est-à-dire, c'est la radiocommunication. Alors, et en dernier point, il vous faut quelque chose qui vous permet de regarder de loin. C'est-à-dire, vous avez votre objet que vous voulez interroger, vous voulez lui donner des commandes, et là, vous avez aujourd'hui les smartphones. C'est spectaculaire ce qui se passe, puisque toute cette technologie, on l'avait il y a 30 ans, mais on n'avait pas le smartphone. Ça veut dire que c'est le smartphone qui nous permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses, et vous avez pas mal d'applications qui vous permettent, par exemple, de gérer des choses à distance qu'on ne pouvait pas faire avant. Et quelque chose qui, pendant le Covid, qui était assez d'actualité, c'est par exemple les appareils médicaux. Là, vous avez l'appareil à gauche, il sert à faire un électrocardiogramme. Vous mettez les doigts comme il faut là sur l'appareil et ça vous enregistre l'électrocardiogramme que vous pouvez regarder sur votre smartphone ou c'est le médecin qui peut l'avoir. Ça veut dire que vous avez des petites courbes là qui vous sont envoyées automatiquement chez le médecin. C'est ça ce qu'on appelle aussi la télémédecine. Ça veut dire qu'on a l'accès à l'information à n'importe quel endroit. Et ça, c'est pas mal pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont loin de médecin, quand on n'a pas le droit de sortir, etc. Ça peut être intéressant. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut ajouter l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, il ne faut pas se leurrer non plus, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très très vieux aussi. Ça date, les dernières applications qu'on a utilisées en grande masse, ça date des années 90. Aujourd'hui, on en parle beaucoup pour la reconnaissance faciale et tout ça, mais là, je vous parle de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour tous ces automatismes, ces contrôles-commandes des objets qui sont plus petits, hein, qui sont plus réduits. Et là, on peut, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle pour faire des interprétations automatisées ou beaucoup plus précises de ce qu'on pouvait faire si on faisait une programmation classique. Alors, c'est fascinant ce qui se passe à ce niveau-là. C'est des objets, normalement, vous ne les voyez pas. Hein. Et tout ça, c'est des métiers qui sont très divers. On travaille sur l'électronique, la programmation et l'application finale. Qu'est-ce qu'on a? Oui, et puis, si vous voulez, ce qui se passe aussi, c'était dit tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal d'évolutions qui vont dans le sens d'améliorer notre comportement ou d'être moins nuisible pour l'environnement, pour la nature et pour les autres. Vous avez par exemple sur ce transparent, vous avez ce qu'ils appellent les smart cities. Alors smart city, je l'ai laissé par exprès parce que smart, c'est pas, c'est très difficile à traduire. Ça veut dire c'est convenable, c'est bien, c'est gentil. Hein. C'est-à-dire on a envie de faire des grandes villes qui sont gentilles avec la nature et avec l'homme qui est dedans. Et pour ça, vous avez besoin de tous ces objets connectés, vous avez besoin de la communication, vous avez besoin de savoir ce qui se passe exactement pour, in fine, par exemple, réduire la consommation énergétique, pour limiter l'utilisation de l'eau, pour l'optimiser. Ce sont des grands concepts aujourd'hui qui sont en train de naître ou qui sont en train de se mettre en place. Vous avez pour la maison, le smart home, c'est pareil. Pour la maison, bon, on vous parle du frigo qui fait ses courses tout seul, mais c'est pas ça. C'est plutôt de bien gérer vos besoins en ressources pour que ça ait un impact minimum sur la nature. Et vous avez aujourd'hui énormément d'applications qui se font. Tout en bas, là, vous avez l'agriculture. L'agriculture, vous avez la sécheresse dans le sud de la France. Hein, et là, il y a beaucoup d'entreprises qui font des produits, par exemple, pour des gens qui cultivent des pêches, ou n'importe. Hein, et ils font des applications très, très spécifiques pour, par exemple, optimiser l'utilisation de l'eau pour irriguer les arbres de pêche. Hein. Alors, et ça, vous ne pouvez pas le faire, je dirais, avec des moyens classiques. Là, vous avez vraiment des objets connectés qui rentrent en jeu. Après, vous avez sur les usines aussi, c'est aussi l'idée de faire des endroits qui sont agréables à vivre aussi pour les gens qui sont dedans, pour les gens qui sont autour, et qui sont vraiment très convenables en consommation de ressources. Ça s'appelle l'usine du futur, hein, mais bon, on n'a pas le temps d'aller là-dedans, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire que aussi l'usine, elle va optimiser, diminuer les déchets. Et in fine, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de décharger le travail des gens, hein, pour qu'on ait plus de temps pour l'humain. Je vous rappelle, ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu avec le Covid. Qu'est-ce que c'est le travail? Qui fait un travail valorisant, indispensable? Hein, toutes ces questions. Et je peux vous dire que dans la technique, ça revient par le biais des applications que les gens peuvent vendre. Là, évidemment, on parle de toutes ces techniques qui sont déjà ou qui vont être utilisées sur la Terre, mais elles vont être aussi utilisées ailleurs, notamment pour la conquête spatiale. Et du coup, les recherches dans ce domaine nous donnent une idée de ce que pourrait être un monde de demain, le monde de demain. Marcia is our proposal for a Martian surface habitat. It's born of a careful response to the Martian environment and a synergy between structural, architectural, and construction principles with human experience at the center. The first task for any Martian home is to hold an Earth-like atmosphere.
A simple trade study of spatial and material efficiency shows that a vertically oriented cylinder is the best formal basis for a surface habitat. In this alien environment, construction sequence and materials must be rethought entirely. We're formulating a material specifically for 3D printing on Mars, basalt fiber reinforced polylactic acid. PLA is a strong thermoplastic that is not only mission recyclable like other plastics, but mission renewable, using bioreactors fueled by mission waste. It also has among the lowest coefficients of thermal expansion among plastics, crucial to achieving composite action with chopped basalt fiber, which is added for tensile strength. Basalt fiber produced from local rock is also among the most effective insulators known. Marcia is printed in successive layers tied together with continuous pores through integrated voids, granting true structural orthotropy. Alors là, on vient de voir un projet très sérieux, puisqu'il a été, c'est une projection, bien sûr, c'est pas encore réalisé, mais en tout cas, c'est le projet lauréat. La NASA avait lancé un grand concours pour savoir quel serait l'habitat pour le prochain voyage sur Mars. Pour l'instant, au jour J, c'est cette équipe-là qui a gagné avec cette forme un petit peu comme ça qui monte vers le ciel avec une double coque. Ce qu'on voit, c'est que là, on recycle aussi du matériau, puisque c'était au cœur de votre conférence. Et puis, il y a de la communication, il y a de l'impression 3D. Votre réaction sur cette technique qu'on projette demain? Alors, pour moi, c'est quelque part le pouvoir qui va être chez les gens ou chez les personnes qui vont maîtriser la technologie ou les sciences. Pour moi, le monde devient de plus en plus technologique. Ça veut dire que là, le pouvoir, c'est de savoir. Et c'est pour cela, je pense que les gens qui s'engagent dans des filières techniques et scientifiques, ils seront toujours un peu une avance par rapport aux autres pour la compréhension de ce qui se passe, ce qu'on pourrait peut-être faire. Alors voilà, on aura aussi besoin, ça c'est quand même important de le dire, les femmes, elles ont été pionnières de l'informatique. On va parler du Nobel. La place des femmes dans les sciences, elle est essentielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est programmation informatique et tout ça, c'était un métier dans le temps qui était très, très féminisé. Il y avait énormément de femmes. Et quand on regarde un peu dans l'histoire, il y a effectivement beaucoup de femmes qui ont inventé des choses en informatique qui sont jusqu'à aujourd'hui utilisées. Là, vous avez quelques exemples. C'est Ada Lovelace. C'est la première, elle a fait le premier programme informatique. D'ailleurs, il y a le langage Ada qui existe, qui a été nommé après elle. Après, vous avez à droite des femmes qui travaillent sur la programmation numérique, c'était électronique. Alors, bon, voilà, c'était des ordinateurs électroniques, c'était des femmes là, qui faisaient ça. Et on a aussi... on a aussi Hedy Lamarr qui a fait le codage qui est utilisé aujourd'hui pour le Wi-Fi. C'était un ancêtre du Wi-Fi. Il y a Margaret Hamilton qui a fait le code pour Apollo 13. Et puis, la dernière qu'on a trouvée, c'était Elizabeth Fowler qui a contribué à l'invention de DNS. DNS, c'est les noms de domaines que vous utilisez en informatique si vous cherchez un ordinateur. C'est un protocole. Si vous tapez, je sais pas, un nom quelconque sur Internet, c'est elle qui a inventé comment on fait ça pour se retrouver là-dedans. Alors, c'est quand même des choses qui sont utilisées tous les jours. Et puis, bon, il y a des femmes et des femmes qui ont de la place. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins dans tous ces domaines, ce qui est un peu dommage. Alors, Amita Tripathi, juste, voilà, pour que les sciences, la technologie, les sciences garantissent un développement plus harmonieux et plus respectueux de la nature, il y a des conditions? Oui, alors pour répondre à cette question, j'aimerais citer les mots de quelqu'un que je connais bien, puisqu'il s'agit de ma sœur, qui avait été invitée pour parler du monde d'après le Covid sur France Inter cet été, et qui en conclusion de son intervention a dit cette chose-là qui, je pense, reflète ce que j'ai envie de vous dire aussi aujourd'hui, c'est
l'avenir sera solidaire ou ne sera pas. Nous devrons apporter chacun ce que nous savons aux autres et nous faire confiance. Nous ne devrons pas refuser aux autres ce dont nous bénéficions nous-mêmes. Et je pense que les points importants ici, c'est vraiment l'aspect du savoir et l'aspect aussi de faire confiance à ceux qui savent, c'est-à-dire d'avoir aussi les outils pour savoir, pour démêler le vrai du faux. En ce moment, on parle de croire ou ne pas croire au réchauffement climatique, de croire ou ne pas croire à la vaccination. Il ne s'agit pas de croire, c'est de la science. Il s'agit de savoir et avoir une formation scientifique. Ça permet aussi de savoir à qui on peut faire confiance et qui a les moyens et à la connaissance. Donc, pour rebondir sur ce que disait Martina, savoir, c'est pouvoir, et savoir aussi, c'est savoir démêler le vrai du faux, et c'est particulièrement important de nos jours, avec tout ce qui peut se lire et toutes les opinions qui peuvent être données par des gens qui ne savent pas.